L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS2. C'est parti pour Midi Actu de ce jeudi 20 décembre 2018 et voici le sommaire. Hors de chez nous, direction la Côte d'Ivoire, où la lutte contre le travail des enfants s'intensifie. C'est ainsi que 9 mineurs originaires du Burkina Faso ont été interpellés à Aboasso. Des actions menées par les forces de sécurité saluées par les autorités ivoiriennes. Reportage. Le 25 novembre dernier, un véhicule de transport en commun est intercepté par les forces de l'ordre. À bord, 9 enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans. Provenant du Burkina Faso, ces 9 enfants étaient destinés à travailler dans la mine aurifère d'Angovia, dans le département de Boiflé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue s'enquérir de la situation et apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, a salué l'action des forces de l'ordre et a appelé à la protection des enfants. Placés dans des familles d'accueil dans le village d'Assouba, l'État, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'UNICEF sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces enfants retournent dans leur famille d'origine au Burkina Faso. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'1 million de francs CFA pour la prise en charge de ces mineurs en attendant leur retour. En bref, retenez que les États-Unis ont souhaité donc le retrait de leurs troupes en Syrie. En effet, donc le président américain Donald Trump estime avoir vaincu l'organisation État islamique. Il serait donc envisagé le retour au pays d'environ 2000 soldats américains. Une décision qui contredit toutefois le Pentagone et plusieurs diplomates américains. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons accueillir l'invité pour ce jour dans Midi Actu juste après ceci. Voilà donc, il nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Tofen John. Il est ingénieur agroéconomiste et aussi consultant en entrepreneuriat. Bienvenue à vous, Monsieur John. Merci, Elena. Ingénieur agroéconomiste. De formation, en fait, pour être simple, c'est des ingénieurs agronomes. Nous qui travaillons sur tout ce qui est agriculture, sur la conception de l'agriculture sénégalaise de manière générale. D'accord, parfait. Et vous êtes également consultant en entrepreneuriat? Effectivement, j'ai beaucoup accompagné des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat depuis quelques années. D'accord, vous avez accompagné les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous allez nous accompagner dans Midi Actu. Et tout de suite, nous allons accueillir donc la rubrique, la chronique, voilà, culture de ce jour. Et c'est Maïmounassi qui nous amène à la découverte des perles d'Afrique. Il s'agit de l'exposition passé-présent de l'artiste Tonia Marek. Et voici le reportage de Maïmounassi. L'exposition passé-présent est une invite à voyager dans le temps. Par moments, on se retrouve en Afrique avec les perles de Kifa en Mauritanie, le Maasai bleu inspiré des colliers de mariage au Kenya, et tout à coup, on revisite l'Europe ou l'Asie, terre d'origine de ces objets témoins de l'histoire communément appelés perles d'Afrique. J'attire les gens
par les colliers. C'est de beaux objets, les femmes aiment cela, les hommes aussi d'ailleurs. J'ai fait des colliers pour hommes. Et à l'intérieur de chaque collier, j'introduis un objet, souvent une perle, qui fait partie du patrimoine africain. Pourquoi elle fait partie du patrimoine? Parce qu'elle représente l'histoire. Passé et présent remet donc au bout du jour l'histoire des perles d'Afrique, des parures et accessoires portés par les femmes, mais qui sont chargés d'enseignement. Elles ont eu plusieurs fonctions socio-culturelles dans les sociétés africaines. Nous savons, puisque Tonia a fait un énorme travail de documentation auprès des tradithérapeutes, et donc nous savons donc associé à d'autres éléments, que ce soit des herbes, que ce soit des incantations et autres, eh bien ces perles ont leur pleine place dans l'utilisation traditionnelle quotidienne de la vie sociale en Afrique. L'exposition présente une diversité de colliers, aussi bien pour les hommes que les femmes. Certaines de ces perles dateraient du XVIIe, XVIIIe siècle, à l'exemple des perles d'amazonite, jadis utilisées pour le troc, ou encore les nilas fabriqués en Inde et transportés au Mali via l'Égypte. Lorsqu'on parle de perles qui viennent d'Égypte à dos de chameau, depuis les temps anciens, Ibn Khaldoun, un philosophe algérien du XIVe ou XVe siècle, parlait d'une caravane de 12 000 chameaux qui quittait le Caire pour aller au Mali chaque année. Il y avait dessus évidemment du sel et des perles et d'autres objets. Et donc on trouve encore ces perles, certaines dans le désert. Elles étaient tombées d'autres chameaux, des toutes petites perles que j'expose dans un des colliers. Donc ça nous raconte toute une histoire, n'est-ce pas, cette perle-là. L'expo Passé Présent, installée à l'annexe de la galerie Kimbouri, est l'aboutissement des recherches d'une passionnée de l'Afrique ayant séjourné dans plusieurs pays où les perles sont bien plus que des objets d'apparat. Certainement, Maïmouna, aussi des objets qui font aussi partie de l'arsenal de séduction de la femme. Vous avez vu ce reportage de ma collègue, les perles qui font partie de l'histoire africaine, passé, présent et certainement même le futur, n'est-ce pas? Exactement, et ça révèle un peu la beauté de notre culture en fait. Donc c'est très intéressant le reportage qu'il vient de passer. Est-ce que vous avez, vous, des bijoux en perles? Parce qu'on dit aussi que les hommes utilisent ça. Ouais, vous savez, nous, je suis de culture sérère. Donc il y a un objet, une perle qui s'appelle... Vous êtes un esclave à moi. Qui s'appelle Fémé, que nos grands-parents utilisaient et j'adore bien, j'adore bien ce bijou, c'est fantastique. Il y a quand même une histoire qui se cache derrière, parce que le Fémé, on dit que souvent ça protège. Exactement, exactement. Mais de quoi? Il y a le Fémé, il y a aussi le pétao, tous ces genres de bijoux qui sont vraiment, font partie de nous et qui révèlent un peu notre tradition. Ouais. Donc vous, quand vous faites, en tout cas du côté des Sérères, quand vous faites vos activités culturelles ou quoi, il vous arrive quand même de mettre les perles dans vos costumes? Exactement, exactement. Et la plupart du temps, quand vous passez par la circoncision, il y a une cérémonie qu'on fait où vous êtes obligé de mettre ce genre d'instruments. D'accord, parfait. Donc nous allons passer à la suite de Midi Actu avec la complicité de Del Malik et la réalisation. Alors, ce jeudi 20 mars 2018 est célébrée la Journée mondiale de la solidarité humaine, prétexte donc pour nous de questionner quelques Sénégalais sur leur point de vue, en tout cas de la solidarité ici au Sénégal. Sénégal est également appelé pays de la Teranga, Teranga que nous pouvons assimiler à la solidarité, à l'hospitalité. Alors, sommes-nous toujours aussi solidaires? Voyons ce qu'ils en pensent. Là, maintenant, moi, ce que je vois, c'est ma vie personnelle. Si vous voulez aider quelqu'un, il faut l'aider, de toute façon. Que ce qu'il va faire demain, c'est du bien, c'est du mal, bon. Si vous l'aidez, regardez à Dieu, vous l'aidez, c'est tout. Ouais. Vraiment, je sais que le Sénégal est un pays de teranga, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers au Sénégal qui n'ont aucun problème chez nous. Mais c'est pas nous, les Sénégalais qui sont à l'extérieur, n'ont pas le même que les ressortissants qui sont ici. Donc ça, je le témoigne, quoi. Tous les Sénégalais sont bien sympas et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que si vous faites quelque chose, il faut faire parce que tu dois le faire. Mais il ne faut pas attendre un retour de personne. Il faut toujours faire pour attendre le retour du bon Dieu.
C'est lui qui gère tout, c'est lui qui a tout. Donc si tu peux aider une personne, tu l'aides. Bon, la vie vient difficile, mais jusqu'à maintenant, il y en a qui font des gestes, qui aident leurs proches, leurs amis. Et voilà quoi, mais seulement la vie vient plus difficile maintenant. Ouais. Voilà, donc c'est un Sow qui m'a rectifié à l'instant, certainement parce que lui a pris quand même son petit déjeuner. Nous sommes bien sûr le 20 décembre 2018 et non le 20 mars 2018. Donc voilà, merci à Bara Sow. Vous avez vu ce reportage, nous célébrons donc aujourd'hui 20 décembre 2018, la journée de la solidarité humaine. Il semblerait qu'au Sénégal, on pense que nous sommes toujours solidaires. Est-ce que vous partagez ce point de vue? À 100%. Le Sénégal est un pays de la terre, comme vous l'avez si bien dit. Et nous avons cette culture aussi de la solidarité. Il suffit juste d'aller dans les zones rurales où à n'importe quelle heure vous arrivez dans une maison, vous pouvez manger tranquillement. Sans que pour autant que vous soyez invité, vous pouvez manger. Et ça existe dans nos traditions. Et aujourd'hui, le Sénégal aussi, en termes de solidarité, on ne se plaint pas vraiment. On rend grâce à Dieu parce que c'est quelque chose que nous avons bâti avec les anciens. Nos grands-parents nous ont légué cela. Mais de plus en plus, quand même, on voit des personnes qui sollicitent une aide et qui ne sont pas totalement honnêtes derrière. Hein. Est-ce que ça aussi, ça encourage à être solidaire? Oh oui, ça, vous avez tout à fait raison. Par exemple, les gens qui se pètent toujours sur les routes pour manger, il y a certaines personnes, c'est un peu logique, ça se peut se comprendre, mais il y a d'autres qui le font par ruse. Et de ce point de vue, mais je pense qu'ils sont minimes en fait. Cela ne doit pas empêcher que nous avons toujours ce cœur de pouvoir aider les autres, en fait. Parce que dans ce micro-trottoir, donc, on a vu quelqu'un dire, en tout cas, qu'ici, au Sénégal, nous accueillons également les étrangers à bras ouverts, mais que ce n'est pas forcément le cas à l'étranger. Peut-être que pour les Sénégalais, ils ne sont pas forcément accueillis convenablement. Oui, c'est un paradoxe quand même. Normalement, quand les gens... maîtriser un peu nous ce qu'on fait au Sénégal, quand un Sénégalais part ailleurs, il devrait être accueilli de la même manière que nous accueillons ceux qui viennent chez nous. Rarement vous allez entendre des gens se plaindre aujourd'hui au Sénégal, raison pour laquelle aujourd'hui le tourisme est en train de prendre une autre tournure, parce que quand même tout le monde se chante chez eux, chez nous. Est-ce que pour moi, Halpulaar, si je viens chez vous, Serer, n'ayant pas pris mon petit déjeuner et étant en train de confondre les dates, vous allez quand même me servir à manger? Non mais à Gogo, il y en a toujours de manger, hein, à midi, à 13h, je ne sais pas moi, à la nuit, tôt le matin, il y a toujours le couscous là-bas, là, chez nous. Non seulement vous êtes Serer, mais à côté de moi aussi, il y a deux Sow. Vraiment, je me passe de commentaires. Nous passons à la suite de Midi Actu, la chronique entrepreneuriat du jour. Alors, nous avons démarré donc la semaine dernière cette rubrique entrepreneuriat qui revient bien sûr tous les jeudis. Nous avions un peu commencé à brosser la question de l'entrepreneuriat féminin. Voyons aujourd'hui ce que pense également cet entrepreneur, Madame Aïssatou Sall, de ce secteur, de ce concept de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin a toujours existé. Maintenant, ça a changé parce que c'est en train d'être formalisé. Il y a énormément d'entreprises ou bien d'organisations qui sont en train d'aider ces femmes à s'organiser, à avoir les papiers et puis à se constituer légalement. Maintenant, c'est vraiment formalisé. Il y a beaucoup d'organisations qui nous aident à avoir les NINEA, à se constituer pour pouvoir bénéficier de ces prêts. Et c'est maintenant là où se trouve le changement. Le problème de la crédibilité ne se pose plus si ces femmes-là qui ont reçu des financements sont accompagnées. En général, le problème qui se trouve très souvent, c'est que ces femmes, on leur donne de l'argent, elles n'ont pas été formées dans la gestion là de leurs fonds. Et après 3 mois ou bien après 6 mois, avec toutes les sollicitations qu'elles font, avec tout le poids social, ces femmes n'arrivent pas vraiment à gérer leurs sous parce qu'elles n'ont pas été accompagnées sur la gestion financière. Elles n'ont pas été accompagnées à avoir un plan solide qui leur permet de fructifier l'argent qu'elles ont reçu d'une banque. Et après quelques mois, logiquement, elles vont perdre tout cet argent-là parce qu'elles ne savent pas comment le gérer. D'où vraiment l'utilité d'accompagner ces femmes-là dans la gestion de ces ressources avant même qu'elles reçoivent cet argent et après même qu'elles aient reçu ça pour qu'elles puissent accroître leur business.
Voilà, donc c'était à l'instant Madame Aïssatou Sall. Voilà, elle est également entrepreneur. Nous avons écouté ensemble les propos de Madame Sall. Donc elle revient sur l'existence de l'entrepreneuriat féminin qui apparemment n'est pas nouveau. Exactement, exactement. Aujourd'hui, vous savez, l'entrepreneuriat, chez nous, depuis très longtemps, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Mais c'est en fait le concept qui a l'air d'être un peu nouveau chez nous. Tout le temps, les gens parlent d'entrepreneuriat maintenant, mais à l'époque, les gens étaient des entrepreneurs, ils travaillaient beaucoup dans ça. Et aujourd'hui, c'est ça la nouvelle tendance. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat et c'est une réalité. Nous avons dans notre pays aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont en train de se battre nuit et jour pour mettre quelque chose sur le marché, des solutions innovantes qu'ils sont en train de mettre en place. Et quels peuvent être justement ces freins, en tout cas pour les femmes qui entrent dans ce secteur? Vous savez, déjà, Léna, je voudrais juste faire une petite digression. Ça fait maintenant plus de 4 ans que presque chaque week-end, je suis dans une zone dans le pays pour accompagner des jeunes et des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, le défi majeur qu'ont ces personnes, c'est qu'ils n'ont pas accès aux compétences nécessaires pour développer certaines entreprises. D'accord. Et nous, qui avons la chance d'aller à l'école, d'apprendre certains concepts, il va falloir que nous allons vers ces personnes pour les accompagner et pour leur faire maîtriser un peu ce qu'ils veulent faire sur le domaine de l'entrepreneuriat. Les femmes aujourd'hui, il est très simple d'aller dans le monde rural. Chaque femme, presque dans chaque... D'ailleurs, il y a par exemple un rapport de Global Entrepreneurship Monitor qui dit qu'en Afrique subsaharienne, 26,9% des femmes sont des entrepreneurs. Et en zone rurale ou urbaine? De manière globale. Confondu. De manière globale. D'accord. Mais aujourd'hui, la tendance est que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit en milieu rural, toutes les femmes aujourd'hui s'activent dans le cadre de l'entrepreneuriat, la plupart d'entre eux. Et par exemple, quand vous prenez un domaine comme l'agriculture, ils sont très en avance dans ce qu'on appelle la transformation. D'ailleurs, quand vous parlez de transformation, aujourd'hui, on passe automatiquement à la femme. Oui, parce que la plupart de ceux qui le font, c'est des femmes qui le font en fait. Exact, à 90% au moins. Exactement. Mais quels sont les freins? En termes de freins déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà les compétences prérequises. Il faut un renforcement de capacité permanent pour accompagner ces personnes. Il faut aussi protéger les femmes ou nos jeunes filles. Cela veut dire quoi? Par exemple, il y a des pays par exemple qui arrivent à protéger les femmes jusqu'entre 16 et 18 ans, qui sont obligés de faire les études et pas de mariage. Parce que dès que la femme entre dans le mariage, ça c'est autre chose. Tout à fait. Facilement, il peut passer à côté de ses ambitions. D'accord? Maintenant, quand vous protégez les personnes, ces personnes, vous les formez. Il va falloir impérativement chercher à les accompagner. Sur les côtés surtout les financements. Vous savez, aujourd'hui, nos braves dames qui se lèvent chaque jour, matin, midi, soir, qui sont en train de se battre, ils sont confrontés à ce problème d'accès au financement. Tout à fait. Nos bonnes dames qui sont en milieu rural ne peuvent pas accéder à des grandes banques pour pouvoir espérer un financement. Et les microcrédits, malheureusement, qui devraient être là pour vraiment soutenir le développement ou bien l'entrepreneuriat féminin, parfois ils sont confrontés à ces taux exorbitants d'intérêt. D'accord. Mais est-ce que parfois aussi ce frein, en tout cas du côté du financement, n'est pas un peu lié à ce manque de compétences et parce que ces femmes ne présentent pas un dossier qui est quand même solide? Vous savez, même les compétences, il faut savoir qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont sur le terrain, mais en fait, ce n'est pas des compétences qu'ils sont allées apprendre à l'école, mais comme c'est une sorte de legs. Par exemple, pour transformer l'arachide en huile. Ou alors, on peut prendre l'exemple du couscous, le tchéré. Voilà, le couscous, par exemple. Ma maman, par exemple, il est allé dans aucune école dans ce pays pour apprendre à préparer le couscous. Mais aujourd'hui, elle prépare le couscous et reste chez lui pour vendre, au moment où il y a d'autres qui préparent pour aller vendre en ville. C'est parce qu'il y met de la qualité, en fait. Et c'est exactement ce que beaucoup de femmes font, même n'étant pas à l'école, quand même, ils ont les compétences pour développer leur entreprise. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir, nous, comment on peut les aider à moderniser leur approche. Tout à fait. Voilà. Donc, vous avez parlé tout de suite de femmes qui n'ont pas été à l'école, mais on sait que l'entrepreneuriat est justement un secteur qui permet de mettre ensemble ces femmes qui n'ont pas été à l'école, plus ces femmes qui ont été à l'école. Est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre les disparités sociales? Exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule alternative pour lutter contre le chômage des jeunes aujourd'hui. Parce que nous avons tous des indépendants à nos jours.
le taux d'alphabétisation était tellement élevé, c'est maintenant que ça commence à baisser. Mais toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. C'est d'où l'importance aujourd'hui que nos politiques puissent arriver à encadrer bien le secteur de l'entrepreneuriat. Parce que c'est un domaine sur lequel nous pouvons tous espérer pour mener le développement de notre continent. On a encore parlé de financement. Mais dans l'élément, on a également vu l'intervenante, Madame Sall, parler du fait que souvent les femmes, parce qu'on sait qu'on est dans une société où il faut de la solidarité. On est justement le 20 décembre. Et est-ce que ces femmes, quand on leur donne le financement, qu'elles commencent déjà à investir dans un secteur, et qu'il y a par exemple les baptêmes où il faut donner des ndautal et tout, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un frein en quelque sorte? Le gaspillage de cet argent? J'avoue que cela existe dans nos sociétés. Mais ça et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour amener ces femmes à quand même bien gérer cet argent destiné à l'entrepreneuriat? C'est un changement de mentalité. Et le changement de mentalité passe par le renforcement des capacités. Vous savez, nos bonnes dames, ce qu'ils font, même s'ils n'ont pas de financement de la banque, ils s'organisent sous forme de GIE, ils font des tontines. Et c'est là, à tour de rôle, quelqu'un tire cet argent et ça va l'aider à développer quelques activités. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un accompagnement derrière de personnes qui sont spécialisées, par exemple vous? Vous êtes consultant. Exactement. Et c'est ce qui manque dans ce pays, en fait. Il y a les consultants qui sont là, il y a les femmes qui sont là, mais il n'y a pas un link pour prendre les consultants, les amener vers ces personnes. D'ailleurs, vous vous déplacez souvent, hein? Personnellement, je l'ai fait sur les 14 régions du Sénégal. C'est juste 4 régions qui me manquent, mais je suis allé dans toutes les régions du Sénégal. Et juste sur invitation de jeunes qui ont besoin qu'on les forme un peu en entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas monter des structures et les faire connaître? Nous en avons dans ce pays, mais ils sont tous concentrés à Dakar. D'ailleurs, c'est tout mon combat. J'ai toujours l'habitude d'utiliser même dans les réseaux sociaux le hashtag « Le Sénégal n'est pas seulement Dakar ». Et tout est concentré à Dakar, en fait, malheureusement. D'accord. Et vous avez parlé tout de suite des GIE, des femmes donc, qui s'organisent en GIE. Il y a aussi les petites et moyennes entreprises. Mais qu'est-ce qui fait que jusque-là, elles ont quand même du mal à créer de grandes entreprises? Et vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde changeant, un perpétuel changement. Avec l'arrivée des TIC aujourd'hui, nos bonnes dames, la plupart n'ont pas encore accès à Internet. Ils ne peuvent pas encore se... Par exemple, ce que la dame est en train de faire, par exemple, il y a pas mal de structures de jeunes, de structures de femmes, par exemple, qui cherchent à donner une visibilité à nos mamans qui sont des talents cachés. Et aujourd'hui, pour pouvoir grandir, une entreprise a besoin de se faire voir un peu. On a besoin de faire le marketing de ses produits, on a besoin d'aller vers des médias pour pouvoir gagner du terrain, des parts de marché. Et c'est ce qui manque en monde rural. Ou bien même, il y a des zones où les gens font des choses extraordinaires, mais qui n'arrivent à vendre que pendant les foires. Et les foires sont pas, on n'a pas 100 foires dans l'année. D'accord. Donc c'est vraiment un réel problème aussi que nos produits locaux puissent être valorisés dans ce pays. D'accord. Donc si je comprends, il y a un problème de promotion, il y a également du côté des personnes qui entreprennent un problème de formation. Donc c'est déjà les problèmes qu'il faudrait résoudre pour propulser un peu l'entrepreneuriat féminin. En tout cas, si on arrive à régler ça, on donne une chance à nos bonnes dames. Et vous savez, quand une femme réussit, mais c'est toute une nation qui réussit. Exact. Aujourd'hui, en tout cas, pour résumer, il faut retenir par exemple les compétences, les formations, le renforcement des capacités, il est primordial. Il y a aussi ce côté de financement, mais aussi cette promotion, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est important. Un conseil à ces femmes? De croire en eux-mêmes. Et continuez à vous battre. Tôt ou tard, le soleil se lèvera. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tofen John. Vous étiez donc l'invité aujourd'hui dans Midi Actu. Merci bien à vous. Voilà, je vais vous inviter tout à l'heure. C'est la journée de la solidarité. Je vais vous inviter à manger. Voilà, donc c'était notre invité du jour, Monsieur Tofen John. Il est consultant en entrepreneuriat, mais également ingénieur en agroéconomie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Midi Actu pour ce jour. Nous revenons lundi à partir de 12 h. Retrouvez tout à l'heure, vous me retrouverez bien sûr après le journal de 20 h dans l'équipe Tam Tam pour développement personnel. Ce sera avec la grande Yaham Cham, une autre esclave à moi. On se quitte aujourd'hui avec la météo du jour. Merci encore de votre fidélité. À lundi.
l'Assemblée nationale, le nombre des députés